Je vous remercie à tout le monde d'être avec nous ce matin pour notre webinaire pour préparer les villes à la montée en popularité des vélos à assistance électrique, pardon. Je vais me présenter pour commencer. Mon nom est Myriam Larouche. Je suis chargée de projet en changement climatique et mobilité durable au CRE Montérégie. Donc, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, le CRE Montérégie, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1989. Donc, on est un organisme de concertation dont la mission va être de jouer un rôle d'expert, d'influence, puis de conseil en environnement et en développement soutenable. Donc, on va venir rassembler et guider les acteurs territoriaux dans leurs actions. Donc, euh, Ce webinaire-ci va venir s'inscrire dans le mois de la mobilité durable de septembre 2024. En fait, tout au long du mois, le CRE Montérégie, on va organiser une série d'événements qui sont gratuits et qui ont pour but d'encourager les alternatives à l'auto solo, puis de partager des projets qui sont inspirants et de vous outiller en mobilité durable. Donc, on a encore quelques événements à venir en septembre. Donc, la semaine prochaine, on a une démonstration de véhicules spécialisés à McMasterville. Puis, on va également avoir un autre webinaire à la fin du mois, le 25 septembre. Donc, pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire à ces événements-là, je vous invite à scanner le code QR ou sinon, vous allez pouvoir suivre le lien qui va être envoyé dans le chat. Donc, pour ce qui est du webinaire d'aujourd'hui, en fait, ça fait partie de la campagne Route électrique, qui est une campagne d'éducation et de promotion aux véhicules électriques qui est coordonnée par Équiterre et qui est financée par le gouvernement du Québec. En fait, la campagne va s'inscrire dans l'objectif gouvernemental d'interdire la vente de véhicules à essence d'ici 2035. Puis, dans le fond, Moulin électrique, c'est une campagne, mais qui a aussi un site web qui va rassembler plusieurs outils là, qui peuvent vous aider soit dans le choix des bons véhicules électriques pour vos besoins, pour aider à trouver des subventions. Puis, vous pouvez aussi retrouver tout plein d'événements qui sont reliés à l'électrification des transports, dont notre webinaire d'aujourd'hui sur les vélos à assistance électrique. Donc, pour aujourd'hui, qu'on va venir parler, en fait, le but, c'est de vous présenter les avantages des vélos à assistance électrique et de préparer les villes justement à l'augmentation de leur popularité en ville. Donc, on va brièvement vous présenter le dernier rapport de Équiterre sur le potentiel du vélo à assistance électrique. On va aussi parler de la planification des infrastructures nécessaires à la pratique du vélo. Puis, on va vous présenter aussi des outils de sensibilisation pour la circulation en vélo à assistance électrique. Donc, avant de donner la parole à mes conférenciers, je vais juste les présenter brièvement. Donc, on a avec nous Henri Chevalier, qui est conseiller en mobilité durable chez Équiterre, qui va notamment travailler pour le projet VéloVolt en tant que responsable de la rédaction du rapport de recommandation qui favorise le déploiement du vélo à assistance électrique au Québec. Ensuite, on va avoir Jean-Marc Blais, qui est président et fondateur de Vélo Transit, qui est une entreprise qui va venir révolutionner le transport urbain avec des réseaux de transport actifs qui sont supportés par les municipalités et qui sont intégrés au transport collectif. Puis finalement, on va avoir Annick Bribaudia, qui est agent de développement à l'Association des réseaux cyclables du Québec, puis qui est également conseillère en loisirs pour Loisirs et Sport Montérégie et qui a fait de sa carrière, qui a une carrière en tourisme et qui a une expertise vraiment orientée vers le plein air. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Henri, qui va pouvoir partager son écran et nous présenter le rapport d'experts. Je le laisse Excellent. Montréal. Parfait. Ben, merci beaucoup, Myriam. Merci au Creux de la Montérégie de cette belle invitation. Normalement, vous pouvez voir mes slides. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Oui. Parfait. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le rapport qu'on a sorti en fait le 23 mai dernier, qui est vraiment là pour essayer d'établir un portrait du vélo à assistance électrique au Québec, et notamment montrer le potentiel de ce moyen de transport. Et on est là pour aussi vous montrer quelques recommandations, notamment pour les acteurs municipaux, mais aussi pour le gouvernement provincial à mettre en place en fait, dès demain pour pousser encore plus ce vélo à assistance électrique. Donc, avant, je vais juste vous décrire un petit peu ce que c'est VéloVolt. En fait, VéloVolt, c'est un projet de chez Equiterre
avec la participation du gouvernement du Québec, qui vise à donner l'opportunité aux employés de plein d'organisations à travers le Québec d'utiliser le vélo assistance électrique de 2 à 4 semaines pendant des essais, notamment pour voir, en fait, pour expérimenter le vélo assistance électrique comme alternative à l'auto solo pour les déplacements de domicile-travail. Et puis en même temps, l'objectif, c'est de récolter pas mal de données, en fait, grâce aux détecteurs qui sont sur les vélos assistance électrique, notamment des données GPS, pour connaître un petit peu les itinéraires qui ont été utilisés par les participants et notamment pour évaluer le potentiel du vélo assistance électrique dans la manière de réduire l'auto-solo au Québec. Puis ça, c'est des données qu'on va vous donner juste après. Et puis aussi, c'était d'explorer un petit peu les différentes mesures pour favoriser la pratique du vélo assistance électrique au Québec. Donc, avant de rentrer en détail dans les atouts du vélo assistance électrique, puis le portrait du vélo assistance électrique au Québec, je vais vous donner un petit peu le contexte dans lequel on est aujourd'hui, parce que c'est un contexte qui est vraiment, on va dire assez contradictoire avec les objectifs climatiques qu'on s'est donnés aujourd'hui, et il va falloir on a beaucoup de boulot en fait. On se rend compte notamment avec l'émergence et puis l'accélération de l'augmentation du parc automobile au Québec. Parce qu'aujourd'hui, le transport routier, ça représente 34% des émissions totales de GES au Québec. Et en fait, en réalité, la raison pour laquelle c'est aussi élevé, c'est parce que tout augmente. Il y a la taille et le poids des véhicules qui augmentent. On a de plus en plus de VUS, de camionnettes, de fourgonnettes plutôt que des automobiles classiques il y a quelques années. Le nombre de véhicules par ménage augmente, le parc automobile augmente également, et puis le taux de motorisation, donc le nombre de voitures par 1000 habitants, augmente. Par exemple, quelques statistiques rapides. À partir de 2015, en fait, on a atteint un effet de seuil où on vend plus de camions légers, donc de VUS, fourgonnettes, camionnettes, que de voitures. Et donc, c'est là où, à ce moment-là, on a atteint un effet de seuil de camionnisation de notre parc automobile. Au niveau des atouts et obstacles du VAE, en fait, il y a plusieurs atouts. Le premier atout est dans le cadre en fait, de roulement électrique puis des changements climatiques en général. Il y a un avantage environnemental de réduction de gaz à effet de serre. Il y a une étude qui est sortie en 2020, en fait, qui a modélisé différents scénarios d'électrification du parc automobile et des moyens de transport en général. Et en fait, ils ont voulu voir quel était l'impact que ça peut avoir sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, le premier scénario, c'est un scénario où on remplace la voiture thermique par une voiture électrique. Donc, il n'y a pas vraiment de remise en question de la culture de l'automobile, de la place de l'automobile dans notre société. Et donc, du coup, là, on voit qu'il y a un potentiel de réduction de 15% de gaz à effet de serre d'ici 2050 selon cette modélisation. Et lorsqu'on regarde lorsque la voiture thermique elle est remplacée par un véhicule électrique ou un vélo assistance électrique, donc les proportions elles sont dans les études là, mais en gros c'est voir si on peut essayer d'apporter un peu plus de vélo assistance électrique en plus du véhicule électrique. Puis là on voit qu'il y a un potentiel qui a doublé parce qu'on atteint moins 30% de GES. Et puis lorsqu'on regarde dans un scénario où la voiture thermique est remplacée par un véhicule électrique, un vélo assistance électrique et notamment on a une réduction de la demande de transport. Donc par exemple, on généralise le télétravail pour réduire par exemple le naftage ou par exemple on développe plus de rails électriques pour inciter les gens à prendre plus de le train que l'avion par exemple pour les voyages. Là, on atteint un scénario où on pourrait atteindre les moins 80% de GES. Donc on voit que le vélo assistance électrique, c'est quand même un élément central, pas le seul élément, mais un élément qui va être important dans le cocktail transport afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et il y a plein d'autres raisons aussi, notamment l'avantage en fait de réduction de consommation métallique. On voit que le lithium, c'est une consommation, c'est un métal qui est très consommé dans la transition énergétique. Et lorsqu'on regarde un scénario où la voiture thermique elle est remplacée par un véhicule électrique, et lorsqu'on passe à un autre scénario où la voiture thermique elle est remplacée par un véhicule électrique et un vélo assistance électrique, plus un système de recyclage qui est très robuste, on pourrait réduire notre consommation de lithium de 92%. Pour tout ce qui est source, si vous voulez, juste en bas à gauche, il y a le nom de la source. Et puis en fait, ces sources-là, elles sont données dans notre rapport, si vous voulez vraiment regarder un peu plus là, les différentes sources. En fait, la raison pour laquelle on arriverait à réduire autant la consommation de lithium grâce au vélo assistance électrique, c'est parce que le vélo assistance électrique consomme 400 fois moins de lithium qu'un véhicule électrique. Et donc, par passager, en fait, c'est l'équivalent de 80 fois moins de lithium par passager qu'un véhicule électrique. Évidemment, il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi la santé qui est essentielle, notamment notre objectif en tant que population d'atteindre tout simplement une santé qui puisse
favoriser la condition physique. Et là, on voit que le vélo assistance électrique a aussi un rôle à jouer. Parce que dans un scénario où, par exemple, on parcourt 7 kilomètres pour aller au travail et 7 kilomètres pour revenir à la maison, dans un scénario où on travaille 4 jours sur 7, en fait, on pourrait facilement atteindre 60% du temps hebdomadaire qui est recommandé d'activité physique modérée et élevée. Et il y a plein d'autres avantages qui sont aussi associés à l'utilisation et la pratique du vélo à assistance électrique. On améliore la condition physique jusqu'à 10%, donc les sources sont en bas aussi. On a la réduction du risque de mortalité. On a notamment, on peut combattre le diabète de type 2 parce que ça permet d'améliorer la sensibilité, par exemple, à l'insuline, puis ça régule la glycémie. On a une meilleure santé mentale aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment vu grâce au témoignage aussi des participants de VéloVolt, hein. À chaque fois, les gens, ils nous disaient en fait, bah, je me sens encore plus libéré quand je vais au travail. C'est moins une charge que plus un plaisir, en fait. Et puis, on a aussi une baisse de décès prématurés causés par la pollution de l'air. Il faut le rappeler, c'est quand même 4000 décès prématurés à cause de la pollution de l'air au Québec chaque année. Donc ça, c'est aussi un rôle que le vélo assistance électrique peut jouer. On voit aussi d'autres avantages financiers, notamment ça peut réduire les dépenses liées au transport chez les ménages. On a calculé ça chez Équiterre. Lorsqu'on remplace, par exemple, lorsqu'un ménage remplace sa voiture par un combo de transport, donc par exemple transport public, communauto et vélo à assistance électrique, et bien là, en fait, les économies peuvent atteindre jusqu'à 50 000 dollars après 7 ans d'utilisation de ce nouveau combo de transport en remplaçant l'auto. On voit qu'on peut réduire les coûts liés à la congestion routière. C'est quand même des milliards de dollars, hein, au Québec chaque année qui sont liés à la congestion routière. Et puis, on peut créer plus d'emplois parce qu'il y a une étude qui était sortie et qui disait que lorsqu'on crée une route avec une piste cyclable, eh ben, en fait, on génère 47% plus d'emplois qu'une route sans piste cyclable. Parce que, bah, en fait, on a encore plus de main-d'œuvre et d'expertise sur le sujet. Et puis, les infrastructures pour le vélo, elles coûtent 143 fois moins cher. Ce qui est vraiment quand même un bon argument, on va dire, de finances publiques. Et puis, le gain économique positif généré par le vélo, en fait, il est assez essentiel parce que le vélo assistance électrique, dans la manière dont il change l'aménagement urbain, bah, il peut revitaliser beaucoup de quartiers qui ont peut-être été délaissés par, on va dire, l'expansion des transports et des infrastructures routières. Et en fait, on voit que le vélo à assistance électrique, notamment en ajoutant tous les gains positifs, que ce soit pour la santé ou que ce soit pour l'économie en général, bah, en fait, on peut arriver à avoir 18 sous en plus par kilomètre, alors que la voiture, ce serait plutôt un coût négatif de 18 sous par kilomètre. Et puis, on réduit les budgets liés aux infrastructures routières, les voitures et notamment surtout les camions légers, ça met énormément de pression sur la route. Le vélo à assistance électrique, ça met beaucoup moins de pression sur la route, donc beaucoup moins besoin d'augmenter le budget lié aux infrastructures routières. Puis, en fait, chez VéloVolt, on a aussi voulu essayer de poser plusieurs questions à nos participants, notamment dans le cadre de différents sondages, pour connaître un petit peu les obstacles qui découragent l'utilisation du vélo à assistance électrique. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il y a des obstacles qui se rajoutent qui ne sont pas forcément liés avec le vélo classique. Par exemple, le coût du vélo et les frais liés à son utilisation. Parce qu'un vélo à assistance électrique, ça demeure quand même assez cher. Ça peut aller jusqu'à même 6, 7, 8 000 dollars pour les meilleures versions. Et un vélo classique, bah, c'est pas ce prix-là. Et puis, on voit qu'il y a des difficultés en raison des conditions hivernales qui peuvent se rajouter. Troisième grand facteur, puis là, c'est vraiment par ordre d'importance, là, les différents facteurs. Le risque de vol, c'est aussi un élément qui se rajoute encore plus pour le vélo assistance électrique, encore plus que le vélo classique. On a un manque d'infrastructures cyclables, et puis ça, c'est vraiment observé de la part de nos participants, puis notamment des participants qui utilisaient beaucoup l'auto comme mode dominant pour aller au travail, bah là, ils se rendent encore plus qu'en fait, dans la peau d'un cycliste, bah, c'est vrai que d'un point de vue infrastructure cyclable, on n'est pas encore là, même si on s'améliore d'année en année. Et puis, on a une longueur excessive des trajets. Et le dernier obstacle qui était essentiel aussi, c'était la nécessité d'aller reconduire ou chercher quelqu'un en chemin. Parce que les vélos à assistance électrique que les gens utilisaient pendant la campagne de vélo Volt, ce n'était pas des vélos cargo. Il n'y avait pas de remorque derrière qui pouvait permettre aux gens de mettre des enfants ou des charges et ça, c'est quelque chose qui peut être facilement, ben, on va dire, transcendé comme contrainte grâce au vélo cargo. Et donc, du coup, toutes ces données qu'on a récoltées, notamment avec les détecteurs sur les vélos à assistance électrique pendant les essais de VéloVolt, eh ben, ça nous a permis en fait, la chaire Polytechnique de Montréal a récolté toutes ces données, puis elle a essayé de les mettre en fait en parallèle avec tous les kilomètres qui ont déjà été détectés dans la grande région de Montréal en auto. Et ça a permis d'estimer en fait le pourcentage de déplacements en auto qui peuvent être facilement transférables vers le vélo à assistance électrique.
Et là, on se rend compte que ça peut aller jusqu'à 25% des déplacements parcourus en auto dans la région du Grand Montréal qui peuvent être transférés vers le VAE. Donc, c'est pas juste l'île de Montréal, ça inclut Laval, Longueuil, toutes les communautés, les plus de 80 municipalités qui constituent le Grand Montréal. Et donc ça représente à peu près 7% des kilomètres. Au total, parce que 10 kilomètres et déplacement, c'est quand même pas la même unité de mesure non plus. Donc, les recommandations, nous, en fait, on se rend compte, bah, il y a plusieurs obstacles auxquels les participants ont été confrontés, et c'est c'est des données empiriques qu'on a réussi à avoir grâce à nos différents sondages. Et puis, en même temps, on voit tous les atouts du vélo à assistance électrique d'un point de vue environnemental, santé publique, financier, revitalisation de l'économie locale. Et ben, on se rend compte qu'il y a plusieurs recommandations auxquelles on pouvait songer et on les a étayées. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les recommandations parce qu'on en a étayé en fait 24 recommandations qui sont dans 7 catégories de recommandations. Notamment, ça, c'est les 7 recommandations. Aujourd'hui, je vais passer à travers 6 recommandations pour économiser du temps, ce qui me reste que 8 minutes et 50 secondes, je pense. Donc, je vais faire assez rapide. Donc, la première recommandation, c'était développer les services de vélo à assistance électrique en libre service et de location en longue durée et la mise en commun de parcs de vélo. Et en fait, là, on voit que les parcs de vélo à assistance électrique en location en longue durée, ça peut avoir un énorme avantage parce que ça peut permettre aux gens de bénéficier d'un vélo à assistance électrique sans en être propriétaire à bas coût. Et en même temps, ça leur permet d'avoir une variété de contrats de location. Donc, par exemple, des gens peuvent l'avoir pendant jusqu'à 6 mois, par exemple. Ce qui, par exemple, peut vraiment bien aller avec la saisonnalité du vélo, notamment entre avril et novembre, décembre, quand il y a la neige qui arrive là. Et donc là, on a vu qu'il y avait plusieurs cas inspirants qui se passent dans le monde, notamment dans la région parisienne, en Île-de-France, en France, où il y a un service de location qui est offert. Et il y a 90 000 personnes qui l'utilisent. Et en fait, ils offrent un service où les gens peuvent avoir un vélo assistance électrique chaque mois pour 40 euros et 80 euros pour un vélo cargo, un vélo assistance électrique cargo avec une remorque derrière. Donc ça, c'est dans des contrats qui peuvent aller jusqu'à 9 mois pour le vélo assistance électrique, puis 3 mois pour le VAE cargo. Et puis, il y a une autre recommandation qu'on pousse aussi, c'est vraiment le vélo assistance électrique en libre service. On le voit avec Bixi, on le voit avec Avelo, on le voit avec plein d'autres services qui émergent au Québec. Nous, on a voulu donner un cas inspirant qui était assez particulier, qui est très récent, qui est en fait celui du service Billy, qui est un service qui est offert par la MRC de Nicolas Yamaska. Et en fait, c'est une première initiative de vélo assistance électrique en libre service en milieu rural au Québec. Donc, c'est pour vous montrer que c'est pas juste une question de citadins et de villes, là. Il y a aussi déjà des MRC rurales qui mettent ça en place. Et en fait, ils ont déjà ouvert 3 stations opérationnelles avec 6 vélos assistance électrique chacune. Il y a 6 autres stations qui vont s'ouvrir apparemment d'ici l'automne. S'il y a peut-être une personne de Nicolas Yamaska, ce serait super d'avoir peut-être une nouvelle, une mise à jour par rapport à ça. Puis en fait, on voit que c'est un investissement total de 250 000 dollars qui est financé par plusieurs subventions. On voit qu'il y a d'autres recommandations qui peuvent être émises, notamment par rapport au fait de favoriser la pratique du vélo assistance électrique dans les organisations. Notamment, on pousse à que les organisations et même les municipalités, avec leurs propres employés, bah, à augmenter les aménagements pour cyclistes dans les organisations. Il y a déjà eu des subventions qui ont été mises en place par le gouvernement provincial. Nous, on appelle le gouvernement provincial à renouveler, à reconduire et à bonifier ces programmes. Notamment, par exemple, au programme d'aide financière aux entreprises en matière d'activité physique ou même le programme d'aide aux nouvelles mobilités. Et ça, on voit que c'est véritablement une incitation infrastructurelle parce que quand une organisation met en place des casiers, des douches, des stationnements sécuritaires, eh ben, ça ne peut faire qu'inciter les gens à utiliser le vélo à assistance électrique, surtout parce que c'est une plus grande valeur financière. Là, on voit qu'il y a un exemple, et puis on a la chance d'avoir Jean-Marc Boulet de Vélo Transit pour en parler. Vélo Transit, puis une autre entreprise, Mobéo, qui offre des abris à vélo sécuritaires efficaces en milieu urbain. Ça permet de protéger contre le vol, les actes de vandalisme, les conditions climatiques difficiles. On voit qu'il y a de plus en plus, grâce à Vélo Transit, de plus en plus de municipalités qui investissent dans ces stationnements sécuritaires. Et ben ça, c'est une super manière. Et puis notamment, il y a aussi des prises électriques pour charger les VAE, ce qui permet de favoriser le développement aussi du vélo à assistance électrique. D'autres recommandations qu'on pousse à mettre en place aussi ce sont des incitatifs financiers pour les individus pour investir dans un vélo assistance électrique. Donc, soit pour acheter un vélo assistance électrique, pour le louer ou pour convertir un vélo mécanique en vélo assistance électrique. Ça, c'est vraiment essentiel. Au début, nous, en fait, on s'est dit subvention pour l'achat d'un VAE, ça peut être vraiment intéressant. Et ce auquel on pourrait songer en tant que communauté, c'est vraiment aussi d'avoir une sorte de prime
de mise en rebut d'un véhicule à combustion interne. Ça veut dire que si vous avez une voiture et que vous voulez la délaisser parce que vous sentez que le vélo à assistance électrique, plus le transport public, plus le communauto, ça peut facilement remplacer votre auto, ben, vous pourrez avoir la subvention pour l'achat d'un VE, plus une prime qui s'ajouterait à ça. Mais si vous voulez toujours garder votre voiture et vous voulez toujours tester le vélo à assistance électrique, vous pourrez quand même toujours avoir une subvention sans la prime. On propose aussi une subvention pour la location à longue durée de vélos à assistance électrique. Et là, en fait, bah, c'est essentiel. Alors, la chose qu'il faudrait mettre en place déjà avant, c'est une économie de la location à longue durée pour déjà offrir ce service-là pour que les gens puissent en profiter parce que c'est pas encore développé, mais c'est pour ça qu'on essaie de pousser à ce qu'on puisse le développer. Et puis, une subvention pour la conversion électrique d'un vélo standard. Donc, par exemple, Marie-Josée, elle a un vélo mécanique dans son garage. Là, par exemple, elle se dit, ah, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. J'aimerais bien l'utiliser pour faire, par exemple, des déplacements eh ben, je vais convertir mon vélo mécanique en vélo assistance électrique. Alors, il y a toujours évidemment des limites par rapport au cadre du vélo, de ça, mais ça peut être aussi quand même intéressant d'un point de vue pour favoriser le vélo assistance électrique. Et puis, d'autres recommandations, deux dernières, ça va être aménager le territoire et les espaces publics pour favoriser la pratique du VAE. Ça, c'est le gros point noir chaque fois pour les participants de VéloVote. Il n'y a pas assez de réseaux cyclables, d'infrastructures cyclables pour que les gens se sentent en sécurité. Et donc là, en fait, on recommande un investissement annuel entre 2025 et 2035 dans le développement des réseaux express vélo dans les régions métropolitaines, mais aussi entre municipalités, notamment en développant plus la route verte aussi pour installer des voies protégées et accessibles pour des itinéraires sécurisés, et notamment pour relier des principaux pôles d'activité de municipalité, pour principalement relier par les pôles d'emploi aux pôles résidentiels, aux pôles commerciaux, pour favoriser tous ces déplacements-là. Il y a déjà eu un cas inspirant, malheureusement, qui n'a pas été abouti jusqu'au bout. C'est le réseau vélo métropolitain. C'est un projet qui a été déposé par la communauté métropolitaine de Montréal en 2017, qui est un réseau en fait vélo sur 1700 km qui traverse près de 80 municipalités du Grand Montréal. Et en fait, ça, c'est un coût total estimé jusqu'à 700 millions de dollars en 2017. Et c'est probablement peut-être une des raisons pour lesquelles c'est abandonné, c'est que ça demande aussi quand même un investissement annuel conséquent pour vraiment développer un réseau de vélos qui puisse mailler tout le territoire. Et puis, d'autres recommandations, c'est encourager les déplacements intermodaux. On sent que c'est vraiment essentiel. Lorsque vous êtes une municipalité qui a déjà développé, par exemple, du vélo en libre-service ou qui a du communauto, par exemple, qui a du métro ou du bus, ben là, vous pouvez, par exemple, offrir un même abonnement pour différents modes de transport. Ça veut dire que vous offrez vraiment une offre qui inclut tous ces modes de transport pour un certain prix par mois. Ça permet de rendre les déplacements multimodaux moins coûteux et plus pratiques. Un exemple, c'est dans une ville en France qui s'appelle Dijon, qui a mis en place un abonnement petit rouleur qui en fait permet d'avoir un accès au transport en commun, service de vélo et stationnement pour garer sa voiture à côté d'une station de métro, par exemple, pour 97 dollars par mois. C'est 64 euros par mois en France. Donc ça, c'est aussi très précurseur. Et puis la dernière recommandation, pour pas trop vous assommer, parce que je sais que je vous ai probablement beaucoup assommé là avec toutes ces informations-là, c'est la communication, l'information et la sensibilisation. C'est pas la panacée, c'est pas la seule chose qui peut être mise en place, c'est vraiment un ensemble de toutes ces recommandations et ça peut permettre de booster encore plus, en fait, la motivation pour que les gens puissent profiter de nouvelles infrastructures, de la subvention d'achat, des stationnements sécuritaires. Et là, on recommande aux municipalités, mais aussi au gouvernement provincial, d'investir en fait dans la promotion du vélo à travers des campagnes publicitaires d'utilité publique. Et je vous donne juste une idée de à quoi ça pourrait ressembler. Imaginez qu'on a une publicité du gouvernement provincial ou de la ville de Longueuil où, par exemple, chez un concessionnaire automobile, on n'a pas un vendeur d'auto, mais on a un dévendeur, c'est quelqu'un qui n'incite pas à acheter un auto. Et en fait, là, ce dévendeur pourrait conseiller à une cliente de ne pas acheter de VUS, mais de plutôt opter pour un abonnement de transport public ou un VAE cargo en même temps et un service d'autopartage qui permettrait d'offrir un super discount de 85% par rapport au prix d'un VUS. Ça peut être une excellente manière de montrer qu'il y a un énorme avantage financier pour passer d'un VUS à un combo de différents transports publics. Donc voilà, moi, ça termine de mon côté les différentes recommandations. Là, je vous ai montré les petits QR codes. En fait, si vous souhaitez participer à VéloVolt en tant qu'organisation ou juste recevoir des informations et outils supplémentaires, en fait, c'est le petit QR code. Je pense qu'apparemment, on peut l'envoyer aussi directement dans Zoom. Donc, je pourrais l'envoyer si vous n'avez pas le temps de scanner le QR code. Et puis, si vous voulez vraiment regarder le rapport de recommandation qu'on a créé et qu'on a rédigé, en fait, c'est par ici. Et puis, vous verrez aussi toutes les sources que j'ai mises là dans les slides. Donc, moi,
ça se termine ici. Puis j'espère que ça vous a convaincu pour mettre en place des nouvelles initiatives dans votre propre municipalité ou organisation pour pousser tout ça. Ben, merci beaucoup, Henri, pour ta présentation. Ça met vraiment bien la table pour nos deux autres conférenciers. Donc, je vais passer la parole à Jean-Marc Blais de Vélo Transit. Puis juste un petit rappel aussi, là, dans le fond, toutes les questions vont être à la fin du webinaire. Donc, si vous avez des questions pour Henri, vous pouvez les poser aussi à la fin. Puis, on a envoyé dans le chat le rapport des critères là, si vous voulez pouvoir le consulter. Donc, Jean-Marc, je te laisse parler. Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez mon écran? J'imagine. Bon. Alors, merci d'être tous là. J'aimerais ça vous présenter Vélo Transit, mais en même temps notre vision de ce que le transport actif euh, peut représenter dans une municipalité, puis comment que l'arrivée du vélo électrique peut vraiment améliorer euh, euh, le transport dans son ensemble. Euh, je vais essayer de vous montrer ça un petit peu. La mission de Vélo Transit, dans le fond, on fait des modules de stationnement, mais on fait aussi des réseaux de transport. Et puis, on essaie de réunir les cyclistes et leur donner des avantages pour avoir des stationnements sécurisés, mais en même temps de créer un lien entre les entreprises, les municipalités, les sociétés de transport pour être capable de, euh, de créer ensemble un réseau de transport qui va favoriser le transport actif. Petit historique, euh, euh, Vélo Transit a commencé en 2017 avec les essais de vélo électrique. On a vu l'opportunité, mais on voulait comprendre qu'est-ce que c'était comme transport et puis comme potentiel. Et puis on a commencé à faire des essais dans les entreprises. On a fait 800 essais d'une semaine pour comprendre les plus et les moins du vélo. Une des grandes euh, euh, découvertes, ça a été que le potentiel était extraordinaire. Les gens pouvaient faire jusqu'à 14 km en 30 minutes, mais en même temps, le vol de vélo était un blocage sérieux. Et puis, avec l'arrivée du COVID, ben, on a décidé de faire un virage et puis de se diriger vers euh, 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 la solution du transport, pas du transport, mais des stationnements, pour créer des réseaux de transport. Donc, on a fait des tests avec EXO, on a fait des tests avec l'Agence de mobilité durable. Après ça, on a fait des essais, une vitrine technologique, je vais vous en parler un petit peu plus tard, avec le MEI. Et puis, on est arrivé avec un produit qui, on pense, a un potentiel extraordinaire au niveau du développement du transport. Excusez-moi. Donc, la solution Vélo Transit, c'est pas juste des modules, mais c'est un réseau de transport. Et puis, ce qui est particulier de ce réseau de transport-là, c'est que le matériel roulant est la propriété des usagers. Ce qui fait que ça coupe les coûts de façon drastique pour être capable de développer un réseau de transport. Et puis, en plus, le poids de la dépense des infrastructures n'a pas besoin d'être fait uniquement par la ville, mais aussi par le privé, parce que chaque entreprise, chaque immeuble ont l'intérêt d'améliorer leur accès aux cyclistes et puis de résoudre des problèmes de stationnement. Donc, les coûts de déplacement d'un réseau de transport sans matériel roulant devient vraiment très, très, très économique. On l'a chiffré ici à 9 cents par déplacement, mais ça inclut le matériel, l'acquisition du matériel. Si on l'exclut et on le met juste en frais d'opération, on est à zéro, on va le voir un petit peu plus loin. Donc, on encourage les sociétés de transport à utiliser nos modules
pour être capable de créer des routes qu'on appelle Est-Ouest, ou les artères principales Nord-Sud, là, qui se rendent au centre-ville, soient alimentées par le vélo électrique. Et puis, on pense que vraiment, on peut dynamiser l'ensemble du réseau de transport collectif en incluant le vélo. C'est très, très, très dynamique et peu coûteux. Et, euh, et puis ça, sans compter le développement des aspects touristiques que ça peut avoir. Donc, Vélo Transit, c'est des modules, c'est une application, c'est la possibilité de réserver avant de partir de chez vous. Donc, tu sais que tu as un module un espace privé qui t'attend. On a développé, on vient de finaliser le changement technologique vers une technologie NFC. Je vais vous en parler juste un petit peu plus tard, je pense dans la prochaine exact. Donc, on a fait un partenariat avec une compagnie qui s'appelle iLock qui permet, c'est une serrure qui va chercher l'énergie du cellulaire pour activer la serrure. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de panneaux solaires, plus besoin de batterie, plus besoin de modem, plus besoin de carte SIM, plus besoin d'antenne. Tout devient accessible en tout temps avec été, hiver, peu importe la neige, peu importe le temps, et puis de façon très, très efficace et sécuritaire. Donc, en plus, avec iLock, ils ont un service de serrurier local. Fait qu'à chaque fois qu'on ouvre dans un local, dans une municipalité, bien, iLock ouvre des serruriers pour être capable de faire le service, ce qui est quand même important. On aime bâtir des relations commerciales avec des partenaires de façon à ce que, exemple, on a des jardins avec lesquels on a eu des discussions, ils sont ouverts à voir à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle ville, qu'on puisse présenter euh, nos solutions dans les succursales locales si, si c'est possible. On présente ça donc à toutes les organisations, les épiciers, les pharmacies, etc., pour que chaque partenaire commerciaux qui, eux, veulent avoir un stationnement de vélo pour leurs employés ou leurs clients, puissent le faire, puis nous, on l'intègre au réseau municipal. Donc, ça devient un réseau qui se construit en PPP et non pas uniquement supporté par la municipalité. On a les bénéfices pour les stationnements résidentiels. On travaille également avec différents partenaires. Certains constructeurs immobiliers ont des objectifs de diminuer le nombre de stationnements par appartement. Donc, de passer, exemple, de 1,2 stationnements par appartement à 1. Et puis, pour ce faire, ils réussissent à présenter nos modules euh, comme une solution aux locataires en leur donnant 2 espaces de stationnement de vélo. Les bénéfices pour la ville, ici on a un exemple de l'image quand on ouvre notre application, les réseaux de transport en PPP, donc pour les acquisitions de modules, le support du transport collectif, encore là, un réseau en matériel roulant sans entretien, sans entreposage, donc pratiquement sans frais d'opération. On pourra le décortiquer un petit peu. Puis un réseau intermunicipaux qui est pas qui est quand même important de ce temps-ci. Souvent, les routes entre municipalités, c'est difficile. On a voulu chiffrer un peu pour donner une perspective puis de voir euh, comment ça se présente, tout ça. Alors, il y a les coûts d'acquisition, mettons, d'un stationnement qui coûte environ de 7 à 9 000 à construire. On a les coûts des vélos partage de type Bixi, qui est environ 6 000 incluant les infrastructures d'arrivée et de départ. Euh, euh, et puis, on a les prix d'un stationnement de vélo, de type vélo transit. Ça, c'est les types communicants, 3500, 2500. Tu as un module qui serait mécanique, donc où les gens utilisent leur propre cadenas.
ça donne tout de suite une grosse différence au niveau de l'acquisition de l'équipement. Mais la grosse différence, c'est au niveau des coûts d'opération. Un stationnement d'auto coûte en moyenne 2000 d'entretien annuel. Un vélo Bixi, environ 1500 après les frais d'abonnement et de, de sponsorship. Et puis, quand on tombe encore là, on a pris 80 là, comme chiffre précis. On est en bas d'un demi-million euh, pour le type de stationnement euh, euh, de type vélo transit. On a voulu, on a parlé de 80 stationnements dans le slide juste avant. Ici, on voudrait faire un portrait ici plutôt d'une ville de 50 000 habitants. Selon nous, le potentiel est d'environ, il y a 20 000 cyclistes, donc 40 selon ça, c'est les statistiques, je n'ai pas mis la note ici, mais Vélo Québec, 39 des cyclistes, 39 de la population ont un vélo et en ont fait au moins une fois cette année. Donc, si on prend ce chiffre-là, 40 des cyclistes qui sont déjà actifs, sur les transferts, ça nous fait 20 cyclistes qu'on prendrait dans notre bassin potentiel. On aimerait convertir 20 On pense que c'est un chiffre possible, ce qui veut dire que dans une ville de 50 000 habitants, il y aurait un potentiel de 4 000 cyclistes utilitaires. Et puis, de ce 4 000-là, vu que les vélos c'est la propriété des usagers. À 90 du temps, ils sont bien à la maison ou bien au travail. Donc, le réseau doit être desservi pour 400 cyclistes en déplacement. Et un besoin approximatif d'un casier par 3 cyclistes ou 3 vélos, ce qui veut dire à peu près 22 modules. Puis, on a mis ici les comparaisons des coûts d'un réseau à 200 vélos, qui est 40 vélos par 10 000 habitants. C'est ce qui est fait à Montréal avec Bixi. Les coûts que ça occasionnerait, les stationnements de vélos et puis euh, le coût d'un réseau de transport actif Vélo Transit. Le mix proposé ici par Vélo Transit est variable, mais c'est un mix proposé qui est environ 10 municipal, transport collectif, institutionnel, euh, commercial et résidentiel. Euh, on a fait un projet de vitrine technologique et puis j'aimerais ça juste vous présenter un peu les résultats. Après 2 ans, les modules euh, étaient vraiment en bon état. C'est des produits fabriqués au Québec, en aluminium, ça ne rouille pas. Et après 2 ans, les modules étaient pratiquement neufs. C'est vraiment un très bon résultat pour nous. L'application mobile, on a une nouvelle application qu'on vient de mettre en place. Et puis, elle utilise la technologie NFC, comme j'en ai parlé tantôt, ce qui nous permet de réduire de 30 le coût de nos modules, ce qui n'est pas rien. Et puis, le changement vient de se terminer ou se termine en ce moment. Alors, on a, euh, on est bien content de voir que le changement est fait et puis qu'on peut aller de l'avant avec le développement commercial. Au niveau de l'usage, de 2022 à 2023, ça a pratiquement triplé l'usage du vélo. Mais en même temps, entre 2024, on n'a pas les données ici, là, mais qui est environ à peu près double environ. Et puis, il y a réellement un engouement où est-ce que les gens disent que ça les aide, ils les encourage à utiliser leur vélo, puis ils recommandent le service. Excusez-moi. On a eu un taux d'occupation de 34 Excusez. Je vous donne un peu une image ici. Euh,
Pour bien comprendre, le pourcentage, c'est qu'un module de stationnement, comme n'importe quel stationnement, doit s'opérer de façon de calculer la capacité d'accueil totale. Et puis, donc, si un module a 6 vélos dans un module à 6 places, il est à 100%. Et puis, il faut comprendre que le taux à 100% peut arriver peut-être 15 minutes durant la journée. Donc, chaque stationnement en général, vélo, auto, va être vide. Mais pour les périodes de pointe, vont frapper des seuils de saturation. C'est ça ici qu'on essaie de mesurer pour essayer de comprendre c'est quoi les seuils de saturation pour que le gestionnaire du réseau de transport actif soit capable de dire, OK, on va rajouter un module ou on va déplacer un module dépendant de l'usage et puis du temps et des objectifs. On a 3 types de modules. Des modules qui vont au mur, des modules de type hub qui sont bons pour les employés ou des modules de type casier privé avec la possibilité d'avoir des toits verts qui fait comme des mini parcs de rétention d'eau. Une optimisation urbaine, un peu une image de qu'est-ce qu'on peut faire avec un module peut rentrer dans un stationnement de voiture, donc 6 usagers contre 1. Et il y a des propositions de valeur selon chacun, que ce soit cycliste, que ce soit la municipalité ou les commerçants. Tout le monde a un intérêt différent, mais quand on les met ensemble, on pense qu'on peut créer réellement une solution extraordinaire au niveau du transport pour atteindre 10% des déplacements d'une région par le vélo. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Marc, pour ta présentation. J'espère que ça a été intéressant pour tout le monde. Maintenant, je vais laisser la parole à Annick Ribosia qui va venir nous parler de la campagne de l'Association des réseaux cyclables du Québec pour sensibiliser les gens à la présence des vélos à assistance électrique sur nos routes. Annick, je te laisse la parole et le partage écran. Merci. Donc, on va s'assurer que vous voyez bien l'écran et que vous m'entendez bien. Oui, tout est beau. Excellent. Donc, aujourd'hui, je vous présente une campagne sur la sécurité, l'éducation et la promotion du vélo à assistance électrique sur les réseaux cyclables au nom de l'Association des réseaux cyclables du Québec. L'Association Réseau cyclable du Québec est une association provinciale qui regroupe l'ensemble des gestionnaires de réseaux cyclables sur la province du Québec. Donc, elle existe depuis 1995. C'est un regroupement des différents types de réseaux cyclables qui soient sous forme d'un organisme à but non lucratif, par exemple comme le Petit Train du Nord ou la Véloroute des Bleuets, ou qui soit sous forme où le gestionnaire est la MRC, ou parfois le gestionnaire est une municipalité. Bref, ça regroupe l'ensemble des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, et qui s'occupent de l'opération, de la gestion de ces réseaux cyclables-là, parce qu'elles doivent être entretenues, elles doivent être financées, elles doivent être encadrées, la sécurité. Donc, tout ce que le ministère voyons, le ministère des Transports et de la Mobilité durable et ce que la Société d'assurance automobile du Québec applique, l'ARC doit s'assurer d'encadrer ces lois, ces règlements et d'assurer la sécurité de tous qui circulent sur ces réseaux cyclables qui ne sont plus vraiment des réseaux cyclables. On pourrait maintenant parler plutôt de réseaux multifonctionnels. Donc, ici, c'est un peu les différents membres de l'Association des réseaux cyclables du Québec. Qu'est-ce qu'on fait? Rapidement, il y a le congrès de l'ARC, donc on réunit l'ensemble des
des gestionnaires de réseaux cyclables pour parler d'aménagement, pour parler de sécurité, pour parler de règlements, de nouvelles lois. Bref, ce congrès arrive à chaque 2 ans, donc c'est prévu pour l'année prochaine. Ensuite, il y a le rendez-vous des patrouilleurs. Au Québec, on a la, la chance d'avoir un réseau de patrouilleurs. Il en existe plus de 500 patrouilleurs à travers le Québec qui encadrent la pratique, qui s'assurent d'informer les gens, qui sont également là pour les aider s'ils ont des crevaisons ou même s'ils se sont blessés à titre de premiers soins. Bref, les patrouilleurs ont un rendez-vous qui réunit tous les patrouilleurs. Ça a eu lieu en fin de semaine passée justement à Québec. Et on voit une centaine de patrouilleurs qui se réunissent à chaque année et qui se promènent à travers le Québec. Et on a également les kiosques de promotion de la sécurité à vélo qui sont donnés en collaboration avec la Société d'assurance automobile du Québec. Peut-être vous les avez déjà vus, ces kiosques. Il y en a de toutes formes et un peu partout à travers la province du Québec. Donc, c'est un soutien financier qu'on donne aux gestionnaires afin qu'ils puissent conduire des kiosques d'information sur la sécurité. Donc, bref, on fait plusieurs choses. On a un outil d'auto-évaluation pour les gestionnaires. On a un guide d'implantation de patrouille à vélo. Et moi, aujourd'hui, ben, je vous parle du troisième élément qui est la campagne de sensibilisation de vélo assistance électrique, qui est 100% gratuite, 100% disponible dès maintenant et d'ailleurs depuis l'année passée là, sur notre site Internet. Donc, en quoi consiste cette campagne de vélo d'assistance électrique? C'est, je vais passer rapidement, c'est de permettre aux gestionnaires de réseaux cyclables d'avoir des outils de communication afin de donner les différents volets. Je vais vous les expliquer un peu là, de quoi on parle dans cette campagne. Mais bref, il y a une trousse de communication qui est 100% gratuite, je le répète, qui est disponible pour vous. Pourquoi? Ben, c'est l'association qui s'en est occupée. Ben, puisqu'on représente tous les gestionnaires de réseaux cyclables, ben, on a mis notre collectif ensemble pour créer une forme d'outil de communication qui est uniforme à travers la province du Québec et qui permet d'être utilisé gratuitement par l'ensemble de nos membres et de nos non-membres également, parce que je le répète, c'est 100% gratuit pour tout le monde. Donc, ça a été financé d'ailleurs par le ministère de l'Éducation. Les objectifs de la campagne, c'est d'augmenter la sécurité des utilisateurs. On s'est rendu compte qu'avec la venue des vélos assistance électrique, il y avait eu beaucoup d'accidents ou de difficultés à comprendre parce que ça arrive plus vite qu'on pense, un vélo assistance électrique. De loin, ça a l'air d'un vélo ordinaire, mais quand il arrive plus vite, là, parfois, ça amène à des imprévus, des accidents, malheureusement. C'était d'encadrer l'utilisation du vélo assistance électrique afin de faire respecter les règlements et lois municipaux et d'adopter des bonnes habitudes qui vont alentour de l'utilisation du vélo assistance électrique et également les éléments à considérer lors d'un achat d'un vélo assistance électrique parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des magasins qui vendaient de faux vélos assistance électrique en disant oui, oui, vous pouvez aller sur les réseaux cyclables en site propre avec ce type de véhicule, mais c'était des faux pédaliers, c'était des vélos électriques qui allaient vraiment plus vite que la vitesse permise. Bref, on a voulu recadrer un peu ce qui se passait à ce niveau. Donc, de là est née la campagne En piste avec de bonnes pratiques. Donc, dans le plan, la trousse de communication qui vous est remis, il y a une stratégie également de communication qui vous est offerte. Donc, il y a le avant la campagne, donc on prépare notre printemps. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne là, du côté des réseaux cyclables parce que la popularité des utilisateurs est surtout l'été. Donc, on a un avant où est-ce qu'on peut commencer à faire la campagne. Il y a un pendant la campagne, pendant l'été, puis il y a un après l'été aussi, où est-ce qu'on peut utiliser cette campagne. Donc, je vais aller rapidement, mais juste pour vous montrer, il y a le terme avant ici,
à qui c'est destiné, c'est quoi le contexte, c'est quoi le contenu et les actions à prendre. Donc, ici, c'est un objet de courriel que vous pouvez envoyer qui promouvoit la venue de la campagne, qui, a- qui annonce soit à des chambres de commerce alentour, soit à la municipalité entourant votre organisme, qu'une campagne va être lancée cet été et on leur demande également de participer à cette campagne. Ensuite, il y a un exemple un modèle de communiqué de presse que vous pouvez réutiliser si vous souhaitez l'utiliser. Ensuite, il y a un modèle d'infolette, il y a un modèle de publication pour Instagram, un modèle de publication pour LinkedIn, un modèle de publication pour Facebook. Et tous ces modèles de publication-là, ben, il y a déjà les textes, il y a déjà les icônes, tout euh, tout est clé en main pour vous permettre de juste copier-coller et de les mettre à l'intérieur de vos réseaux. Euh, il y a 4 capsules vidéo qui ont été créées. Une qui est disponible en tout temps sur la chaîne YouTube de l'Association des réseaux cyclables du Québec que vous pouvez utiliser. Et il y a également des affiches que vous pouvez faire imprimer et mettre à la maison du vélo ou à différents endroits. Une une qui est la fiche générale. La deuxième qui est concernant c'est quoi un vélo assistance électrique, comment on définit un vélo assistance électrique parce qu'il a des particularités et comment on circule avec des rappels de sécurité et des conseils. Ensuite, il existe un roll-up. Donc, dans la trousse de communication, il existe un c'est pas un PDF, là, c'est un PNG, j'imagine, qui vous permet d'aller commander vous-même un roll-up avec l'image qui a été conçue. Et il y a également une banque d'images disponible que vous pouvez utiliser également pour vos différentes communications. Il y a un exemple pour le après. Voici un exemple de courriel qu'on remercie nos partenaires, nos patrouilleurs à avoir participé à la campagne et aidé à propulser les différentes informations sur la sécurité. Donc, je suis allée assez rapidement sur ce PowerPoint-là. Il va être disponible pour vous. Ce que je voulais faire, c'était... attendez, comment je vais me faire? Je vais sortir de là. Juste, attendez. La bande noire m'empêche d'aller ailleurs. Je vais juste essayer. Voilà. Donc, comment avoir accès à cette trousse de communication? Vous voyez bien le site Internet de l'Association des réseaux cyclables, qui est réseaucyclable.ca. Vous pouvez aller dans Événements, campagne de sensibilisation, vélo assistance électrique. Vous voyez, il y a même des bannières là, qui sont créées, qui sont des GIFs qu'on appelle, qui sont animés. Donc, si vous allez un peu plus bas, le bouton boîte à outils. D'ailleurs, les capsules vidéo sont ici. Donc, je vous mentionnais qu'il y avait des thèmes qui avaient été définis pour les capsules vidéo. Eh bien, il y a qu'est-ce qu'un vélo assistance électrique. Donc, on a vraiment une vidéo d'un expert qui explique c'est quoi, où est le frein sur le pédalier ou pas, pas le frein, l'assistance électrique. Bref, il explique tous les détails pertinents concernant le vélo assistance électrique, comment se préparer à l'achat d'un vélo assistance électrique. Ensuite, comment circuler en vélo assistance électrique, donc quelles sont les lois qu'il faut appliquer. Et est-ce que c'est bon pour la santé, le vélo assistance électrique? Bien, oui, c'est bon, le vélo assistance électrique pour la santé, mais on a une kinésiologue ici qui nous explique là, les différentes informations pertinentes sur le bienfait de la santé du vélo assistance électrique. Puis, il y a également la campagne en général, qui est un sommaire des meilleures informations des 3 vidéos. Et la dernière vidéo, c'est visionner le webinaire pour tout savoir sur la boîte à outils. Ce que je vous ai montré rapidement, bien, on leur passe un petit peu plus en douceur, un petit peu plus lentement.
qui est le même PowerPoint que je viens de vous montrer, qui vous explique un peu la stratégie de communication, comment l'utiliser si vous voulez l'appliquer dans son ensemble. Donc, quand on actionne le bouton la boîte à outils, vous allez tomber sur un Google Drive avec les affiches à imprimer, la banque d'images, les informations sur les infolettres et les médias sociaux. Mais ce que je vous aimerais vous amener, c'est à l'infographie. Parce que ce qui est très intéressant, c'est les fameux petits GIFs qui ont été créés, qui sont utilisés principalement sur Facebook, LinkedIn ou Instagram, où est-ce qu'on voit un îlot s'animer qui fait un résumé des vidéos. Donc, ça, c'est très, très gagnant parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, on doit vraiment avoir des choses qui bougent, des vidéos. Là. Les gens n'aiment plus bien les photos statiques. Donc, bref, il y a différentes sortes de GIFs animés qui sont ici. Puis, d'ailleurs, hop, je ne sais pas où est-ce que j'en suis dans mon temps. J'ai vraiment un problème avec ma bande noire en haut, là. Je n'arrive pas à avoir accès à l'autre. Mais bref, je voulais vous montrer. Vous pouvez aller voir sur Facebook de l'Arc et voir là, comment ils ont utilisé ces publications de Facebook. C'est possible là, de la voir, de l'utiliser à différents niveaux selon vos besoins. En résumé, il y a une trousse de communication qui existe déjà. Des capsules vidéo ont déjà été faites. Ça a été validé par la Société de l'assurance automobile du Québec en collaboration avec les gestionnaires de réseaux cyclables. Donc, elle est disponible dès maintenant. Nous sommes en septembre, donc c'est sûr qu'on est un peu trop tard dans la saison, mais je vous conseille de le mettre à votre agenda ou déjà vous l'envoyer à vos employés de communication si vous en avez. Donc, je vous conseille de déjà mettre à l'agenda votre calendrier de communication de février, mars, avril, les différents GIFs qui existent pour animer vos réseaux sociaux. Voilà. On est presque à 11h30. Je vais nous faire notre petit mot de la fin. Là. Je voulais remercier tout le monde pour la participation, puis nos trois conférenciers là, pour vos présentations. C'était super intéressant. Je voulais juste rappeler aussi qu'il nous reste quelques activités à notre mois de la mobilité durable 2024. Donc, si vous voulez vous y inscrire, vous êtes les bienvenus.